Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité. C'est 100% Alsace, 100% régional. Et on accueillera sur ce plateau le professeur en pédiatrie Michel Tsimaratos. Il nous livre une réflexion sur l'hôpital, repenser l'hôpital. C'est un petit robot qu'on découvrira tout à l'heure. Ce petit robot s'appelle le Nao et il vient de faire son entrée au centre de réadaptation Clémenceau. Docteur Emmanuel Debriel sera avec nous. Il y aura bien sûr les 500 nocturnes. C'est la course mythique à découvrir au mois de septembre. Yvan Le Swarn sera avec nous et on terminera ce plateau avec Chap, toute l'actualité dédiée aux Alsaciens sur vos applications. Avec Tanguy Flores, on parlera d'enfants autistes. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, nous reviendrons sur la hausse de l'antisémitisme en France en 2018. Après 2 ans de recul, 74% d'actes antisémites en plus ont été constatés. Et l'Alsace, nous le verrons, n'échappe pas à ce phénomène inquiétant. À 2 jours de la Saint-Valentin, l'opération Strasbourg Mon Amour bat son plein. Nous vous proposerons une visite amoureuse de la capitale alsacienne. Et puis en fin de ce JT, rencontre avec une haguenovienne qui vient de sortir son premier roman. Plus 74% d'actes antisémites en France l'an dernier. C'est le chiffre annoncé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier soir. Mais ce chiffre ne concerne que les actes signalés à la police par une plainte ou une main courante. Et en Alsace aussi, tags et insultes se multiplient ces derniers mois. Une haine qui suscite de grandes inquiétudes dans la communauté juive et au-delà. Un reportage d'Adeline Piron. Ils se sont multipliés ces derniers mois. Tags antisémites sur les maisons de maire, les permanences de députés ou les bâtiments publics partout dans le Bas-Rhin. Croix gammées dans la neige, menaces et insultes dans la rue à Strasbourg, jusqu'à la profanation de sépultures juives à Herlisheim. Ces actes antisémites sont en augmentation. Le Conseil représentatif des institutions juives de France en recensait dans le pays 311 en 2017, contre 541 l'an passé, des chiffres alarmants. Nous sommes choqués par cette violence verbale pour l'instant, mais on ne sait pas où elle va s'arrêter. Nous sommes tristes parce que nous voyons aujourd'hui partir les derniers témoins de la Shoah et nous constatons que le monde n'a rien retenu de ce drame. Et nous sommes très inquiets parce que nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller et que nous insistons auprès des autorités pour avoir une réponse forte et aussi que l'on puisse, nous les républicains qui sommes majoritaires dans ce pays, s'exprimer aussi pour s'opposer à cette haine. Un constat partagé par beaucoup. Pour le président du consistoire israélite du Bas-Rhin, les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes pour lutter contre la parole et l'acte antisémite. Il faut d'abord voir ce qui se passe sur la fachosphère et sur les réseaux sociaux et légiférer peut-être pour empêcher que tout cela continue de proliférer. Il faut reprendre le b.a-ba de l'éducation parce que l'ignorance est beaucoup en cause. Tant qu'on ne combattra pas cette ignorance, on risque d'être confronté à de gros problèmes. On est face à un immense mouvement de libération de la parole. Plus personne n'est gêné de dire ce qu'il veut. C'est un côté positif, au moins les choses sont claires. C'est un côté négatif, c'est qu'on se réveille un matin après avoir entendu un ministre de l'Intérieur nous annoncer que 74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à 2017. C'est un vrai problème et un problème auquel il va falloir s'attacher sérieusement. Un problème qui ne date pas d'hier et dont les conséquences sont durables. Il y a 4 ans, les 3/4 des tombes du cimetière de Sarre-Union étaient retrouvées profanées. Les auteurs avaient été condamnés, mais le cimetière, lui, est resté dans le même état. Dans le reste de l'actualité, à Wittelsheim, ce matin, environ 150 personnes ont bloqué l'accès au site de Stockamine. Une action pour soutenir les élus alsaciens qui devaient être reçus en fin de journée, en soirée, par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Le mois dernier, il annonçait le maintien de l'enfouissement dans le sous-sol d'environ 40 000 tonnes de déchets toxiques. Une décision qui a provoqué la colère d'élus, d'habitants et d'associations, car cela pourrait notamment menacer de pollution la nappe phréatique
alsacienne. Ouvert en 1999, Stockamine devait accueillir plus de 300 000 tonnes de déchets de ce type, mais son activité avait été stoppée en 2002 suite à un incendie. Après Strasbourg, capitale de Noël, Strasbourg, capitale de l'amour. Cela fait 7 ans que l'opération Strasbourg Mon Amour dynamise un peu le mois de février. Parmi les nombreuses activités proposées, des visites guidées d'un genre un peu particulier, l'occasion de partir sur les traces des personnages et couples célèbres qui ont rencontré et vécu leur amour dans la ville. Camille Roland. Avec sa cathédrale, ses jolies maisons à colombages, ses ponts poétiques et ses ruelles cachées, Strasbourg invite au romantisme. L'occasion pour les visiteurs, en couple ou célibataires, de partir sur les traces de personnages célèbres. Au temps du 19e siècle, Strasbourg était un lieu d'attraction pour les écrivains romantiques comme Goethe, Victor Hugo ou encore Honoré de Balzac, et une ville qui a été témoin de leurs histoires d'amour. Strasbourg était marqué par ces histoires d'amour. Partout, il y a des histoires d'amour, bien évidemment. Mais disons que les écrivains romantiques sont venus à Strasbourg dans le sens où c'était un lieu de passage important. Un lieu de passage important, c'était vraiment la ville obligatoire quand on allait vers l'Est. Elle avait encore son aspect médiéval. Elle était engoncée dans ses murailles et ses fortifications. La cathédrale qui est juste derrière moi était vraiment le lieu symptomatique. C'était une ville romantique et c'est vraiment ce qui a marqué les esprits ici. C'est pour ça que tous les écrivains viennent ici en voyage chercher des source d'inspiration. En se baladant dans la rue du Vieux Marché aux Poissons, une plaque représentant Goethe témoigne de son passage dans cette ville lorsqu'il était étudiant et de son idylle avec Frédéric Brion. Je parvins à devenir insensible aux impressions sinistres que produisent les cimetières, les lieux écartés et les églises pendant la nuit. Ça, il l'a écrit dans Poésie et vérité 1833. Et en fait, c'est ça, le vrai romantisme, c'est ça. Si les cimetières et les ruelles ont inspiré beaucoup d'écrivains, la cathédrale de Strasbourg est aussi un emblème du romantisme. Goethe, justement, est arrivé ici en 1770. Il était étudiant, il était tout jeune, il avait la fougue des étudiants. Il adorait monter sur la plateforme de la cathédrale. À l'époque, il y avait une brasserie, on pouvait boire un coup. Tous les étudiants allaient faire ça. Et notamment, moyennant quelques petites pièces, tous les écrivains se sont fait graver leur nom sur la plateforme de la cathédrale. Là, par exemple, il y a la signature de Goethe, entre autres, qu'on peut trouver au sommet de la cathédrale. Du rêve à la réalité, ces histoires d'amour sont l'occasion pour les visiteurs de redécouvrir la ville sous un autre jour plus romanesque. On a toujours été bercé un peu par les grands auteurs français ou étrangers, on continue encore, donc je trouve ça sympa justement de voir des aspects de leur vie qu'on ne connaissait pas aussi et d'associer surtout leurs écrits, de voir un peu l'influence qu'ils pouvaient avoir face à la cathédrale. Puis le côté avec toutes ces petites ruelles justement où on peut se perdre en amoureux, ça fait très romantique aussi. Le soir il y a plein de lumière, enfin c'est très joli, ça donne envie de s'y perdre en amoureux. Voir une ville sous des angles différents, donc c'est ça qui est sympa. Après, déjà, rien que savoir un peu comment c'était fait avant, ce que d'autres gens, à d'autres époques, pensaient de la ville et de leur ressenti, donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est la ville de mon premier baiser sur un banc au bord de l'île, donc voilà, effectivement, quand j'étais toute jeune. Hein. Mais aussi, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, et donc j'ai lu depuis enfant des livres comme Victor Hugo et tout. Donc maintenant, je vois les choses autrement, donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment le symbole du romantisme. Ainsi, de tout temps, la capitale alsacienne a fait battre le cœur de ses amoureux et visiteurs. Et à noter que les enfants pourront finalement participer à la Baby Boom ce vendredi. Temps fort de l'opération Strasbourg Mon Amour, elle avait été initialement programmée dimanche, mais elle a été annulée à cause de l'alerte au vent fort. Des enfants qui peuvent également profiter de ces vacances scolaires pour participer à des visites organisées pour eux par l'Office de tourisme de Strasbourg. Enfin, visite à Strasbourg toujours. Le musée Tommy Ungerer sera gratuit à compter de demain jusqu'à lundi prochain inclus. Un registre de condoléances est mis à la disposition du public dans l'entrée du musée. Et on part maintenant à la rencontre d'une jeune haguenovienne qui mène une double vie. Assistante maternelle le jour, elle entre à la nuit tombée dans le monde de son personnage. Evan Cartier, Déborah J. Marazou vient tout juste de publier son premier roman. Fanny Kunz est allée à sa rencontre.
Chasseur de reliques et hacker, Evan Cartier découvre le monde professionnel caché de son père défunt. Voilà les premières informations que nous dévoile Déborah J. Maradzu sur son roman sorti il y a quelques jours. Passionnée de manga et de jeux vidéo depuis toute petite, elle s'adonne très vite à l'écriture. Après 4 premiers romans publiés dans une petite maison d'édition, elle sort un grand roman d'aventure, Le dossier Evan Cartier. C'est une reconnaissance aussi, finalement ça vaut quelque chose peut-être ce que j'écris. Je dis pas qu'avant ça valait rien, mais forcément quand on a un grand éditeur, une éditrice qui vous dit qu'elle a eu un coup de cœur pour votre univers, pour vous, pour tout ça, forcément ça rend fier. Et ouais, je pense que c'est un aboutissement de tout le travail et c'est que le début en fait. Des catacombes de Paris en passant par le mont Vésuve en Italie, la romancière nous emmène loin des terres alsaciennes, dans le monde des chasseurs d'artefacts. Pour l'auteur, le dossier Evan Cartier est l'aboutissement de son travail d'écrivain. J'aime de base tout ce qui est un peu informatique, un peu tout ce qui est aussi de hacking et tout ça. Et j'aime aussi le côté archéologie, aventure à la Indiana Jones. Je suis une très grande fan. Ils vont partir un peu aux 4 coins du monde à la recherche de reliques, de légendes comme le marteau de Thor et ce genre de choses. Et du coup, dans ma tête, tout simplement, les deux univers sont en fait mis ensemble et ça a donné l'histoire qu'on peut retrouver là dans le roman en fait. Le tome 2 du dossier Evan Cartier de Déborah J. Maradzu est en cours de finalisation et devrait sortir cet été. L'auteur nous a confié que l'intrigue se déroulera cette fois au Tibet. Et puis direction Paris pour finir ce JT. La Maison de l'Alsace a organisé une soirée en l'honneur de la ville de Strasbourg. À cette occasion, les invités ont pu découvrir le nouveau guide du routard consacré à la capitale alsacienne et le projet du marché de Noël à New York programmé pour cette année. Nora Borioa. Après un grand week-end à Strasbourg paru en 2007, un nouveau guide du routard est sorti. 200 pages pour découvrir ou redécouvrir la ville et ses secrets. Au-delà de la carte postale, le guide propose de parcourir les nouveaux quartiers de Strasbourg, comme notamment la Neustadt. Grâce au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette Neustadt, et aussi grâce donc à ce nouveau guide du routard, on a une vision de ce que les Allemands ont réussi à faire en l'espace d'une génération entre 1871 et 1914, donc jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est remarquable, c'est une ville dans la ville qui mérite d'être visitée comme la cathédrale et comme la Petite France. Strasbourg est aussi la capitale de Noël. Après avoir exporté pour la première fois son marché Noël à Tokyo en 2009, Strasbourg s'est installé à Taipei, Séoul ou encore Moscou. Cette année, une trentaine de chalets alsaciens seront installés au Madison Square Garden à New York du 6 au 22 décembre 2019. Chaque événement à l'export, c'est un morceau du marché de Noël alsacien qu'on emporte dans le pays. C'est ce que les gens recherchent. On ne va pas le dévoyer. C'est exactement ça, c'est cette tradition de plus de 400 ans qu'ils viennent voir avec ses spécialités, les décorations, les illuminations. On emmène vraiment un petit morceau. Cette soirée à la Maison de l'Alsace était aussi l'occasion de rendre hommage au Strasbourgeois Tommy Ungerer, décédé le 9 février dernier et qui a largement contribué avec ses différentes œuvres à faire rayonner la capitale alsacienne à travers le monde. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Voilà le grand Tommy Ungerer et il y aura une messe ce vendredi. Merci beaucoup Anna pour l'information. On accueille le plateau du soir, Tanguy Flores, l'actualité de Chap, Michel Tsimaratos, professeur en pédiatrie. Avec nous Emmanuel Debriel, médecin, et on va parler de Nao. Ça c'est un petit robot tout à fait étonnant. Et Yvan Le Swarn, installez-vous. Yvan Le Swarn, ce sont les 500 nocturnes, course mythique, 5e édition. Ça sera en septembre, mais c'est bien déjà d'en parler. On passe juste par la météo et on revient à notre invité. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble et je ne viens pas toute seule. Oui, le soleil sera bien présent, alors certes quelques passages nuageux en Alsace et dans le nord de la Suisse, et si vous êtes du côté allemand, eh bien le soleil sera extrêmement généreux. Les valeurs dans la matinée, elles restent négatives si vous êtes près de Saverne avec moins 2 degrés, moins 1 degré à Mulhouse, on retrouve moins 2 degrés cette fois-ci à Bâle, comptez moins 1 sur l'ensemble de la région du Bade-Württemberg, 0 degré à Colmar, Strasbourg ainsi qu'à Wissembourg. On passe à votre après-midi, et bien cette fois-ci le soleil sera partout, profitez-en, et les valeurs dans l'après-midi, eh bien elle grimpe tout doucement puisqu'il fera 6 degrés si vous êtes à Fribourg, 7 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin en passant par Pratteln ou Saverne, 8 degrés de Mundelsheim jusqu'à Roppenheim et 9 degrés, ce sera la maximale du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre journée de jeudi, eh bien toujours du soleil et les valeurs, regardez, qui grimperont jusqu'à 12 degrés notamment près de Karlsruhe et 10 degrés dans l'ensemble si vous êtes en Alsace. En ce mercredi, nous célébrons les Béatrices. Bonne fête à toutes. Le soleil se lève à 7h40 pour nous dire bye bye à 17h46. Excellent moment avec nous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec CroisiEurope. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et beau plateau ce soir, notre invité Michel Tsimaratos, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Ravi de vous accueillir, professeur en pédiatrie, double qualification en pédiatrie et néphrologie qui est le traitement des maladies des reins. Vous dirigez le service de pédiatrie multidisciplinaire à l'hôpital de la Timone à Marseille. Un petit mot quand même, parce qu'il y a un retour aux sources pour ce garçon. On forme d'excellents médecins en Alsace. Vous avez fait vos études où ? J'ai fait mes études à Strasbourg et je suis parti pour l'internat. D'abord à Reims et puis après à Marseille, voilà, où je suis resté. Et aujourd'hui professeur de médecine et auteur, avec d'autres personnes qu'on va citer dans un instant, de cet ouvrage « Repenser l'hôpital ». Alors c'est vrai qu'une grande partie de votre vie s'est passée dans le milieu hospitalier, donc vous en connaissez parfaitement les rouages. Et alors du grand débat qui est actuellement en France, eh bien, la question des services publics va être posée, et notamment la santé, qui est si chère aux Français. Pourquoi est-ce que vous vous lancez cette réflexion de repenser l'hôpital ? Parce que l'hôpital traverse une crise qui est une crise de sens et que c'est l'avis de 3 professionnels qui travaillent à l'hôpital pour remettre la qualité et la sécurité des soins au centre des préoccupations. Alors il paraît, en découvrant le livre, que la qualité n'est pas toujours, une vertu. En tout cas, ce n'est pas la première chose qui est mise au centre des choses. Pour la plupart des soignants, la qualité, c'est la recherche permanente de l'amélioration de la qualité. Comment faire mieux ? Mais ce n'est pas toujours l'indicateur qui est suivi pour piloter le management de l'hôpital. Alors on va expliquer ce que c'est que le management de l'hôpital. D'abord, il y a cette question qui revient très souvent, c'est un petit peu ésotérique pour nous autres, c'est le T2A. Si je vous dis T2A, vous savez ce que c'est ? Emmanuel, évidemment, vous êtes médecin. Le T2A, c'est quoi cette norme, Michel Tsimaratos ? Le T2A, c'est un acronyme pour dire tarification à l'activité. C'est-à-dire que l'hôpital est payé pour l'activité qu'il produit. Vous soignez une appendicite, vous êtes payé pour une appendicite, peu importe si le patient est resté 1 semaine ou s'il est resté 1 jour. C'est un prix fixe. C'est le prix de la pathologie, le prix de l'activité. Idem pour un ménisque, idem pour des amygdales, etc. C'est ça ? Chaque maladie a un code et chaque code a son tarif. Et les tarifs sont réévalués chaque année. Alors, en lisant le livre, il y a quand même des choses étonnantes à propos de ce T2A, cette tarification à l'activité. Un tarif journalier moyen des hôpitaux publics, 817 €. Et ce tarif moyen des hôpitaux publics à Lunéville, 2230 €. Moi, il faut quand même m'expliquer comment on passe de 1 à 3. Alors, le tarif journalier, ce n'est pas la même chose que la T2A. D'accord. La T2A, c'est le tarif de l'activité, le tarif de la personne. Au moment où elle ressort de l'hôpital est payé pour ce qu'il a produit. Le tarif journalier, c'est combien coûte une journée dans cet hôpital. Les lits sont en or, hein. En fait, c'est en spa à Lunéville. Voilà, c'est étonnant quand même. Pour calculer le tarif journalier, on fait la somme des dépenses totales de l'année et on divise par le nombre de journées et par le nombre de lits. Donc, un séjour de 1 nuit dans cet hôpital coûte autant. On n'est pas censé avoir une uniformité, la question de Lionel est très bonne. On n'est pas censé avoir une uniformité à un moment donné entre les villes, dans les hôpitaux publics ? Ben non, puisque aujourd'hui, les hôpitaux ne sont plus payés par subvention, ils sont payés en fonction de ce qu'ils produisent. Et le tarif fait qu'ils reçoivent un prix pour ce qu'ils ont produit, mais s'ils ont engagé plus de dépenses, s'ils ont employé plus de personnes, s'ils ont payé plus cher leur loyer pour faire la même activité, ils auront le même tarif
pour chaque activité. Par contre, leurs dépenses seront différentes. Et c'est les dépenses qui définissent le prix de journée. Ça nous amène sur la dette, Tanguy. Oui, c'est ça, parce qu'il y a près d'un tiers des établissements qui sont endettés, dont beaucoup d'hôpitaux, Strasbourg, entre autres 19 hôpitaux, je crois, en France. C'est un gros problème aujourd'hui, cette dette, où on se dit, c'est un peu l'État-providence, on peut payer, continuer, etc. Il y a un gros débat là-dessus, de dire, la santé, ça a un coût, ou alors justement, la santé, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? Je pense que vous posez de bonnes questions, mais on mélange un peu les concepts. Le prix de la santé, c'est ce que la collectivité, l'État, met dans l'enveloppe dans laquelle on va prélever pour payer les hôpitaux. La gestion des hôpitaux, c'est comment on arrive à faire tourner une entreprise qui est une entreprise de santé en ayant comme ressource ce qu'on a produit. Comme lorsque vous avez une entreprise, vous vendez quelque chose, eh bien nous, ce qu'on vend, c'est la santé. Et cette santé, elle a un prix, elle a un tarif, et c'est ça qu'on récupère. Si on n'est pas en mesure d'équilibrer notre budget d'hôpital avec des recettes qui compensent les dépenses, on est en déficit. La dette, c'est autre chose. La dette, c'est ce qu'on a emprunté pour se moderniser, parce qu'à un moment donné de notre histoire, on a eu besoin de faire des travaux ou d'acheter du matériel. Il fallait le faire. C'est de l'innovation aussi. L'innovation, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel. L'innovation, c'est tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer dans ce livre, dans Repenser l'hôpital ? Ce n'est pas vraiment un livre pour dénoncer, c'est plus un livre pour analyser et pour essayer de comprendre comment, avec un certain nombre d'éléments factuels, on peut peut-être mieux appréhender les difficultés qu'on vit aujourd'hui dans les hôpitaux pour trouver des solutions qui sont plus dans le sens d'une amélioration de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail. On peut faire la même chose en dépensant un petit peu moins et en travaillant un petit peu mieux. Vous parlez également de burn-out ou de suicide. Vous évoquez le suicide d'un neurochirurgien. Il s'est suicidé dans le bloc opératoire à Grenoble. Vous parlez, ce sont vos termes, de maltraitance, de harcèlement, de comportement autoritaire de directeurs hospitaliers qui méprisent et humilient les personnels et les considèrent comme des pions. Alors c'est souvent, c'est pas nous qui parlons de ça, on reprend un certain nombre d'articles de presse, c'est un livre qui a 250 ou 300 références et on fait référence à ce qui a été publié. C'est dur. Donc le monde de l'hôpital. Le monde de l'hôpital est dur et il y a une souffrance dans l'hôpital qui a été caractérisée comme le malaise de l'hôpital. Et ce malaise de l'hôpital, il n'est pas là par hasard. Et il n'est pas là parce que quelqu'un a voulu du mal à l'hôpital, mais il est là parce qu'il y a une succession d'événements qui ont fait que, aujourd'hui, même si c'est très attractif, la filière santé est très attractive pour les jeunes, quand on est à l'intérieur, on a un sentiment de difficulté et de souffrance. Et c'est pour trouver des pistes pour sortir de ce sentiment-là qu'on a écrit ce livre. Un exemple extrêmement concret, les urgences à Strasbourg, par exemple, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, on passe plus de 4 heures. Là-bas, en moyenne, on fait partie des mauvais élèves. En France, c'est quoi ? C'est une aberration de gestion, pas assez de moyens, trop de moyens, on a voulu regrouper trop de services, où les gens ne comprennent pas qu'on peut aller chez un médecin généraliste. Elle est où la limite là-dedans et la limite de l'argent là-dedans ? C'est difficile de répondre d'une phrase à votre question, parce que les urgences... À Marseille, j'imagine. On a la même chose à Marseille et dans énormément d'hôpitaux. Et on entend les urgentistes dire des moyens, des moyens, des moyens. Oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on doit faire un certain nombre d'économies, pour arriver à être à l'équilibre, souvent, le poste qui coûte le plus cher aux hôpitaux, c'est les ressources humaines. Et donc souvent, on voit qu'on diminue, on ne remplace pas, par exemple, les congés maternité ou les infirmières ou les médecins qui partent en maladie. Et donc, ça veut dire qu'on répartit la charge de travail sur moins de personnes. Ça augmente la difficulté de travail. Et souffrance au travail, on l'a dit. Et ça crée la souffrance au travail. Pour les urgences, il s'ajoute une politique qui est une politique assez facile à comprendre, qui est de dire, plus on va faire des actes, plus on va être payé. Donc, on essaye de favoriser l'arrivée des patients pour qu'on les prenne en charge aux urgences. Et quand ils s'associent à cette politique, disons, d'attractivité pour l'hôpital, une diminution de la disponibilité des médecins généralistes, parce qu'eux aussi travaillent beaucoup, il arrive qu'on attende plusieurs heures aux urgences. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les chefs de service des urgences n'ont pas les outils pour répondre à ça. Ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui de construire un poste plus attractif pour des médecins plus spécialisés dans telle ou telle spécialité.
puisqu'ils ne peuvent répondre à la demande qu'avec les personnels que leur donne l'administration ou que leur permet de recruter l'administration en fonction de l'activité qu'ils ont produite. Dans votre livre, Michel Timaratos, vous citez Jacques Marescot, évidemment, qu'on connaît très bien ici, de l'IRCAD, et son rapport de 2007, donner les moyens pour atteindre l'excellence. On rappelle qu'il y a un peu l'excellence qui attire des chercheurs renommés. C'est un peu l'exemple à suivre ? Sûrement, parce que Jacques Marescot est un personnage de tout premier plan au niveau international. Il a réussi à valoriser ce qui était sa conviction, sa vocation, et à faire de cette conviction un pôle de renommée internationale. C'est bien la preuve que ce qui peut être perçu comme un centre de coût par des personnes qui n'ont pas en tête la qualité des soins peut être transformé en un centre de ressources incroyable. Jacques Marescot l'a fait, d'autres l'ont fait dans d'autres CHU ou dans d'autres hôpitaux. Il faut garder à l'esprit que la valeur de l'hôpital, c'est les hospitaliers. La ressource, c'est l'humain. Est-ce qu'il y a trop de technocrates à la tête des hôpitaux ? J'ai posé il y a quelques années une question un peu étonnante à un directeur d'hôpital. Je pensais qu'il était médecin. Il m'a dit, mais je ne suis pas du tout médecin, moi je suis directeur d'hôpital. Ce qui me paraissait assez curieux comme notion. Et vous donnez ce chiffre d'une étude américaine, la qualité des soins est de 25% supérieure dans les hôpitaux qui sont dirigés par des médecins. Est-ce que c'est pas finalement une des clés aussi de remettre un médecin à la tête des hôpitaux ? Et je vois Emmanuel sourire. Voilà, c'est votre réponse. Peut-être à tous les deux. Est-ce que ça serait une bonne solution, Emmanuel ? Ça pourrait, oui. Ça a du sens. Oui, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens. Michel Timaratos ? En tout cas, ces articles auxquels vous faites allusion sont des articles extrêmement importants puisqu'ils ont analysé des paramètres factuels de qualité des soins et de pertinence et de rentabilité. Et lorsqu'il y a une réflexion médicale, il peut y avoir un directeur administratif à la tête d'un hôpital qui fasse bien le boulot et qui soit parfaitement en phase avec un objectif de qualité des soins. Mais ce qu'on sait, c'est que si on soigne bien, ça coûte moins cher, même si l'investissement initial est un peu plus important. Et on va terminer avec cet hôpital magnétique. Ça vous dit rien, vous inquiétez pas, nous non plus ici, journalistes. Hôpital magnétique ? Non, pas du tout. Voilà, je viens de découvrir ça dans l'ouvrage de Michel Timaratos. C'est une notion qui existe depuis les années 80. C'est quoi un hôpital magnétique ? C'est la dématérialisation, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est un label nord-américain qui a été inventé par un groupe d'infirmiers nord-américains qui ont dit que pour bien travailler, il faut bien se sentir au travail. Et donc, c'est des hôpitaux qui réussissent à mettre dans leur ADN l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de vie au travail. Et donc, par exemple, qui remplacent l'absentéisme et qui font que le personnel a envie d'aller travailler dans ces hôpitaux. Combien d'hôpitaux magnétiques en France ? Il n'y a pas d'hôpitaux magnétiques en France parce que le label n'est pas reconnu en France, mais il y a des hôpitaux qui s'en inspirent. Par exemple, l'hôpital de Valenciennes est un hôpital qui a mis au cœur de son management une thématique proche de celle des hôpitaux magnétiques. Voilà, Michel Timaratos, une vraie réflexion très intéressante sur l'hôpital de demain, le repenser. Et c'est avec la collaboration de Bénédicte de Victor et Stéphanie Gentil. Vous restez avec nous ? Merci. On reste dans le domaine de la médecine, curieusement, ce soir. Voilà ce plateau avec Emmanuel Debriel. Vous êtes médecin à l'IURC, qui est l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau. MPR, médecine, physique et réadaptation, c'est très important d'en parler parce que c'est ce qui se passe chez vous. Et on va parler de Nao. Si vous êtes d'accord, on le voit et on en parle ? Entendu. Alors regardez à quoi il ressemble Nao. C'est ce petit personnage qui est là monté sur la table. C'est un petit robot qui vient de faire son entrée au centre de réadaptation Clémenceau. Alors regardez les enfants autour, ils ont entre 3 et 6 ans. Ce petit robot, on va comprendre son utilité, mais de quoi souffrent, Emmanuel, les petits enfants que nous avons filmés ce matin ? Alors, les enfants de ce matin ont tous des difficultés motrices à des degrés variables. Et le groupe de ce matin, c'est des enfants qui ont aussi des difficultés importantes de langage et de parole. Et donc, ce groupe est fait pour faciliter l'émergence du langage. Et le NAO les aide à signer, leur donne aussi envie de parler parce qu'il est très attractif. Donc, c'est un peu plus amusant de parler pour l'instant à NAO qu'à son orthophoniste qu'on voit depuis 4 ans. Alors c'est vrai, c'est sûr que ça marche, hein. C'est un nouveau doudou en fait. C'est un peu un nouveau doudou, c'est une mascotte. Comment il a été accueilli, Nao ? Alors avec beaucoup d'enthousiasme de la part des professionnels parce que c'était vraiment un projet d'équipe et avec beaucoup d'attentes par les enfants qui en avaient entendu parler, qui l'ont vu dès leur arrivée. Et puis Nao, il est gentil, donc il leur a adressé un message à eux et à chacun ce matin aussi, donc il est très populaire. Voilà, on va vous expliquer comment il fonctionne ce Nao, mais d'abord on l'a tout simplement filmé ce matin, démonstration, regardez. Léo,
C'est qui lui? C'est monsieur le robot Abdel. On le fait? Je suis content de vous retrouver ce matin. Est-ce que tout le monde est là? Marcher. Oui, vous vous souvenez? Marcher. Voilà. Ouh là là, attention. On fait comme là-haut. D'accord? Répétez, démarrez. Attention. C'est moi qui dois les briser. Et les classes de la fille, il faut que je brise. Voilà, c'est pas beau ça? Magnifique. Hein. Voilà, je vous sens ému. Ah bah ouais, mais nous aussi. Au 3e étage, on est ému tout le temps. Voilà, quand on voit ces images, c'est incroyable l'exemplarité. C'est que là, on a le petit robot qui avance et le petit gamin là, qui a des yeux comme ça, il veut faire comme le robot. Hein. C'est une motivation comme une autre. Avant, c'était aller faire un bisou à la secrétaire pour faire tout le couloir, et maintenant, c'est suivre Nao. En fait, plus c'est ludique, mieux c'est. Oui, plus c'est fun, mieux c'est. On soigne avec le sourire, avec le rire, la légèreté, comme ça. Tout à fait. Et alors, il peut servir, un peu pour la rééducation, mais il sert aussi à divertir l'enfant. Il peut servir dans les soins douloureux ou quand l'enfant a peur. Et on peut ausculter Nao avant d'ausculter l'enfant. Il peut mimer une respiration, il peut... Comme avec notre enfant tout petit, on ausculte la poupée, c'est ça? Voilà, c'est une poupée évoluée pour cet aspect-là, mais il a plein d'autres fonctions. Alors, si vous regardez bien, on va regarder de nouveau, Lisa, les images, si tu peux nous les remettre. Pendant qu'il y a la démonstration avec le petit robot, il y a une infirmière qui est à côté, qui a un iPad, enfin, qui a une tablette. Hein. Et en fait, cette tablette, Emmanuel, elle a une importance, c'est qu'on peut rentrer le nom de l'enfant dedans. On peut tout programmer, les mouvements, ses réactions, la parole, des chorégraphies, la marche, on peut programmer. Donc, c'est une ergothérapeute, il y a une puéricultrice et une ergothérapeute pour l'instant qui sont formées. Ouais. Et bon, ça va se diffuser un peu dans l'équipe, mais effectivement, elle programme en fonction de ce qu'on souhaite, ce que fait ou ce que dit Nao. Et le robot montre les bons gestes à faire. Oui, tout à fait. Donc, il fait du yoga aussi. Donc ça, les enfants, ils adorent. Il se met comme ça. Il fait de la musique douce et il adopte différentes postures et il se détend. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de se détendre en faisant comme le robot que de se détendre dans un groupe d'enfants excités. C'est pas... Vous avez remarqué une vraie différence entre les instructions, entre guillemets, ou les méthodes du robot et du personnel humain? C'est deux choses différentes, on ne peut pas comparer. L'un ne remplace pas l'autre, mais c'est un autre outil. Et donc pour certains enfants, c'est vraiment un très bon outil. Alors on parlait de problèmes d'argent à Michel Tsimaratos au sein de l'hôpital. C'est des mécènes privés. Oui, là c'est complètement des mécènes qui ont sponsorisé ça. Donc on a une cellule équipement innovant à Clémenceau qui a proposé cet équipement pour le service enfant, qui a retenu l'aval de toute l'équipe et qui s'est chargé après de trouver différents mécènes. L'électricité de Strasbourg, Aguerre, je crois, Aguerre, d'autres, j'en oublie. Ouais, mais ça ne me pose aucun souci sur Alsace 20 quand on cite les partenaires, qui ne sont pas des partenaires d'Alsace 20, mais qui permettent justement, sans eux on ne ferait rien. Voilà, il faut être clair aujourd'hui. Il faut rendre à César ce qui est à César, parce que c'est un super objet. Ça coûte quoi un Nao? On a une idée? La version que nous avons, nous, c'est 18 000 €. Il y a différents packs, il peut aller jusqu'à 25 000 €, mais on a commencé avec le... Si je ne me trompe pas, c'est un robot français, on est d'accord? C'est fabriqué par une start-up française. Je crois que oui. Et justement, il y a pas mal d'hôpitaux au Japon qui se sont achetés des Nao pour faire exactement la même chose qu'ici. L'hôpital Clémenceau n'aurait pas pu se le payer. Il y a des choix, et ça n'aurait probablement pas été la priorité. On revient sur les arbitrages que disait Michel Tsimaratos tout à l'heure. C'est un peu comparable, Tanguy avait raison, au petit Doudou il y avait quelques années, quand on demandait à un enfant où est-ce que tu as mal, il répondait pas. Quand on lui montrait un nounours, on disait où est-ce qu'il a mal, il montrait les pathologies du nounours. Il y a cette espèce d'empathie en fait qui doit se créer avec Nao. Il y a aussi ça, et puis même si il faut parfois s'en méfier un peu, mais ce qui est numérique fascine les enfants. Et donc là, de l'utiliser... ce qu'on estime, nous, être à bon escient, c'est assez intéressant. Voilà, vous dites que c'est un compagnon, un médiateur complémentaire de la prise en charge thérapeutique. C'est tout à fait ça. Voilà, et les médecins, ils n'ont pas peur que Nao leur pique leur boulot, quoi. Ah, pas du tout. non. On ne sait jamais, hein. Voilà. On n'est pas très inquiets. On pose juste les bonnes questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Bravo à l'Institut universitaire de réadaptation Clémenceau. Vous faites tous là-bas un travail formidable. On fait de mieux. Et on le pense très sincèrement. On va prendre un baquet de courses, de voitures avec Yvan Le Soir. C'est les 500 nocturnes. Ça sera à suivre avec bien sûr mon camarade Tanguy pour toute l'actualité sur vos téléphones de Chap. C'est après ça.
Allez, une page Event Sport avec Yvan Le Swarn, organisateur de la course automobile mythique des 500 Nocturnes. Ça va, Yvan? Très bien, merci. Mais c'est la 5e édition déjà? Ouais, c'est ça, 5e édition. Voilà, depuis 2015. Ouais. 2018 a été un très bon cru. C'était super. Bon, on l'a vécu ensemble en direct sur Alsace 20. Et effectivement, c'était une très très belle édition. Chaque année, c'est forcément de mieux en mieux. On partait de 0 en 2015, 16, 17, 18 et là, en 2019, on va sur notre 5e édition. Donc on a hâte. On va continuer dans le principe. Événement articulé autour d'une course automobile. Voilà, il faut bien l'expliquer à Michel Timaratos, il est de Marseille. Hein, oui, même s'il a des racines alsaciennes. Hein. Voilà, c'est quoi les 500 Nocturnes? Voilà, les 500 Nocturnes, c'est quoi? C'est un événement annuel. On organise ça à la rentrée, donc en septembre. Rentrée, période propice pour les entreprises. C'est un événement qu'on oriente vraiment pour les sociétés. On privatise le circuit automobile de l'Anneau du Rhin, qui est entre Colmar et Mulhouse. Et en fait, on accueille 4000 personnes, un peu plus de 3000 chefs d'entreprise. L'événement, il est articulé autour d'une course de GT, donc c'est des voitures de course. Ça commence à 20h, 500 km après. Exactement. L'événement, il a lieu de 17h à 3h du matin, mais la course en elle-même, c'est de 20h à minuit. Les 500 Nocturnes, il y a vraiment 500 km qui 500 km, voilà. Ça fait 138 tours de circuit, ça représente entre 3h30 et 4h en fonction des conditions météorologiques. Donc c'est une course d'endurance. Voilà. C'est Paris, en gros, c'est Paris-Strasbourg. C'est ça, mais avec des courses, enfin des voitures de GT et des équipages qui vont de 1 à 4 pilotes. Avec des très très grands pilotes. Retour sur l'édition 2018, regardez. Ambition 2019, on voit 2018, c'était un véritable carton. 2019, on peut faire quoi de mieux? Plus de voitures engagées? Oui, chaque année, on est passé en 4 ans, de 12 à 16, à 18, à 21 voitures. Là, l'idée, c'est d'avoir 25 voitures, donc du spectacle à gogo. Les spectateurs vont se régaler. Une programmation artistique qu'on doit réinventer tous les ans, puisqu'en fait, qu'on aime le sport auto ou non, sur les 500 Nocturnes, on va se régaler, puisqu'il y a la course. Mais au centre du circuit, on organise toute une programmation. Des concerts, des défilés, de la haute couture, de la lingerie, des cabarets, le Paradis des Sources d'ailleurs, qui vient tous les ans faire sa revue. Donc l'idée, c'est que tout le monde va pouvoir s'y retrouver sur notre événement. Il y a le revival aussi d'une marque française, c'est Alpine. Ouais, vous avez accueilli l'an dernier. Cette année, ils reviennent. On fait autre chose avec eux? Alors ce qui est chouette, c'est que depuis 2017, on a une idée, c'est d'avoir chaque année une marque mise à l'honneur. Donc en 2007, c'était Bugatti, fleuron de l'automobile alsacien, avec la partie historique, la partie moderne. Donc ça c'est un carton. On s'est dit, on va continuer. En 2018, on a eu Alpine. La bleue, là. La L110, c'est une voiture qui est géniale. C'est la renaissance d'une marque mythique française. Et du coup, chaque année, on a une nouvelle marque. Donc Alpine 2018. 2019, c'est encore du off, mais on sera peut-être sur une marque soit allemande, soit italienne. Ça se négocie encore à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. On est encore en discussion avec les marques. C'est les constructeurs qui viennent. C'est les constructeurs qui jouent le jeu. Directement dire c'est un showroom formidable, on vient en Alsace présenter les derniers modèles. Exactement. En fait, Ferrari cette année. Donc, je ne peux pas le dire. Donc c'est Lamborghini. Il est très fort. Ou Audi. Non, c'est Ferrari. Ouais, je peux pas vous dire, mais en tout cas, ce sera une super marque, quoi qu'il arrive. Une marque italienne, ce serait con que ce soit Fiat, quoi. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais dans le groupe Fiat, tu as aussi bien Lamborghini que Ferrari, par exemple. C'est les mêmes, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, et sachant qu'il y a un des pilotes engagés qui roule en Lamborghini. Exactement, qui avait gagné l'année passée. Mais cette année, on y est aussi avec Yann Erlaché, du team Yvan Muller, qui roule sur des belles autos de là-bas. Donc, dans tous les cas, Bugatti et Alpine reviennent sur 2019. Donc chaque année, on a une nouvelle marque, mais chaque année, les marques historiques passées reviennent. Donc c'est aussi leur vitrine de pouvoir montrer leurs véhicules historiques et modernes. On aura peut-être la Divo, on l'annoncera si jamais ça tombe courant de l'année. Ouais. Mais en tout cas, Bugatti est une marque très forte sur notre événement, Alpine également, et ils ont déjà re-signé leur participation sur 2019.
Et donc là, je dirais, courant du mois de mars, on annoncera la marque 2019. Vous reviendrez sur ce plateau. Dans cette grande soirée, il y a la course, il y a la soirée chic et glamour. Et vous pouvez prendre votre stand avec vos invités. Et franchement, passer un excellent moment. Nous, Alsace-Fin, on y sera évidemment pour un direct jusqu'au moment du départ avec Mathieu Chanvillard, qui était sur le départ avec la caméra HF. Tchap, c'est toute l'actualité des Alsaciens. Ça se passe par téléphone, Google, Android ou Apple. Tanguy Flores. J'ai rencontré le petit Aymen, 6 ans, un petit Strasbourgeois qui est adorable, qui est un enfant autiste et qui fait du sport avec n'importe quel autre gamin. Dit comme ça, on se dirait, c'est pas vraiment une info, il fait du sport, youpi. 6 ans, autiste. Et il s'éclate en sport. On appelle ça de l'inclusion d'enfants autistes. Et que, écoute, tu le veux ou pas, tu le crois, ils sont 3 à la SPTT Strasbourg à faire ça. C'est un grand programme sportif national qui a été lancé par les fédérations d'ASPTT, de dire, voilà, on va prendre des enfants autistes, on connaît tous les difficultés d'intégration de ces enfants à l'école dans la vie quotidienne, et les fédérations ont décidé de dire, ces gosses, on va les prendre avec nous. On va pas faire de différence, on va trouver des éducateurs spécialisés, et ils vont courir, sauter avec n'importe qui dans les créneaux horaires d'absolument tout le monde. Et c'est plutôt génial. On a vu ça à Strasbourg au gymnase Cannes, au parc des Poteries, avec Anissa, 26 ans. C'est elle qui s'occupe d'Aymen, ça fait quelques mois qu'il est là-bas, et on reparlera des résultats après. Apparemment, c'est assez étonnant ce qu'ils arrivent à faire avec lui. Regardez d'abord Aymen, 6 ans. Le but, c'est qu'il se crée son propre univers avec ses copains, comme un enfant ordinaire. Et depuis l'année dernière, on a des progrès énormes. Je l'accompagne, je lui réexplique les règles parce que certaines fois, il se trompe ou il ne comprend pas très bien. Donc mon but, c'est de l'accompagner jusqu'à ce qu'il comprenne bien et qu'il me dise de lui-même, c'est bon, je peux le faire tout seul. Il est beaucoup plus apaisé. Avant, il était beaucoup plus à courir partout, beaucoup plus actif. Et là, il sait canaliser son énergie. Certaines fois, s'il n'est pas content, il est plus dans la violence, mais autrement, non, ça ne se voit pas qu'il est autiste. C'est devenu un copain, c'est devenu même un petit frère, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qu'on a envie de protéger maintenant quand on connaît la personne. Et pour moi, inclure un enfant, c'est juste dans la norme. Enfin, un enfant ne devrait pas être rejeté parce qu'il a une maladie ou parce qu'il ne sait pas s'inclure dans diverses activités. C'est difficile surtout pour l'enfant parce que l'enfant veut bien et les parents lâchent d'eux-mêmes parce qu'ils ne supportent pas le regard des autres. Non, on n'a pas beaucoup de demandes et c'est bien pour ça qu'on essaie de se faire connaître. On se dit que c'est de l'injustice, on se dit qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais dans tous les domaines, c'est un peu comme ça. Et Tanguy, les résultats pour ce petit Aymen ? Écoutez, ça se passe très bien, il s'intègre parfaitement bien, à tel point que Anissa me disait, je ne sais pas ce que je fous là. Ça se passe très bien, de mieux en mieux. Tiens, j'en profite, on a des toubibs qui s'occupent de gamins en plateau. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi ? Michel ? C'est génial, non ? Bravo. Bravo, un grand bravo, et puis ça montre qu'il faut continuer à s'impliquer. C'est ça la clé, hein. C'est ça la clé. Autre actualité, sauver les chevaux ? Ouais, sauver les chevaux du côté de Bernay. Le centre équestre de Bernay a fait faillite, liquidation. On vend le matériel et les chevaux. Il y en a 15 à acheter avant la fin du mois. Alors il faut se dépêcher et inquiétude du côté des cavaliers. Il y a de vieux poneys et des vieux chevaux qui pourraient ne pas intéresser les gens et qui pourraient partir direction l'abattoir. Et ça, les cavaliers ne le veulent pas. Et il y a un groupe qui s'est créé sur les réseaux sociaux et une cagnotte qui s'est lancée sur Litchi. Justement, vous le voyez, en un peu plus d'un week-end, vous regardez, on est déjà à près de 5 000 €. Le but du jeu, c'est d'acheter, de récupérer ces vieux chevaux, ces vieux poneys, de les mettre à Mittisheim dans une association, de les laisser tranquilles là-bas quelque temps, le temps de trouver des propriétaires qui les aiment et non pas qui vont les tuer. Voilà, et ça se passe maintenant, il y a une vraie mobilisation, tout le monde est un petit peu inquiet sur l'avenir de ces chevaux. Et donc ça se passe sur Litchi et c'est le centre équestre d'Aubernay, si vous pouvez vous les aider. Voilà, et tout le reste, c'est bien sûr sur l'application Tchap.
Vous la téléchargez rapidement, dont Tanguy pilote tout cela. Allez, il nous reste 30 secondes. Michel Tsimaratos, repenser l'hôpital. Aujourd'hui, c'est quoi? Il faut avoir plus une vision court-termiste, mais sur le long terme, il faut mieux penser, mettre l'humain, savoir qu'il faut aussi faire des économies, il y a du management à faire, mais c'est ça les clés de l'hôpital de demain? Le management de la qualité, c'est probablement ça la clé. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de 24 ans en Alsace. Merci beaucoup Emmanuel et toutes les équipes de Clémenceau, Yvan Le Soarn. Le 21 septembre, ça sera la course des 500 nocturnes. Moi, ce que je vous propose, c'est de repartir dans l'actualité avec le tour des cantons. On va s'intéresser au vaisseau. Vous savez, cet endroit qui est totalement dédié aux activités scientifiques. Vous allez voir des métiers de la recherche à présent. Moi, je vous dis à demain. Rendez-vous à 19h et un grand merci à Alsace 20, première télé 100% régionale en Alsace, c'est aussi grâce à vous. Allez, place au tour des cantons. L'ancienne méthode consiste à ce que ce soit vous, chère première année, qui décidez dans quelle maison vous allez. Bienvenue à l'école des scientifiques. Mercredi dernier, ce sont environ 80 jeunes Alsaciens qui s'y sont inscrits pour une après-midi au vaisseau. Depuis 11 ans, Ose la Recherche veut faire le pont entre chercheurs et adolescents. Pour cette édition 2019, nouveauté, un scénario inspiré de l'univers de Harry Potter a été proposé aux jeunes. Science et magie, a priori deux univers qui se tournent le dos. C'est pourtant le pari de ce mariage original qu'a fait le vaisseau cette année. Alors en fait, il faut trouver une façon de construire un cadre qui soit propice à l'échange entre jeunes et scientifiques, donc pour vraiment les mettre en dialogue, que les questions aient toute leur place. Et dans ce cadre-là, en fait, ce qu'on a imaginé cette année par rapport aux éditions précédentes, c'est déjà d'investir les espaces d'exposition du vaisseau. Il fallait aussi un petit peu scénariser cette rencontre. Là, le parti pris qu'on a eu cette année, c'était de faire des clins d'œil à l'univers d'Harry Potter, donc en créant cette école des scientifiques qui accueillait ses premières années pour des moments d'échange et de recherche. C'est de la recherche au quotidien, donc là vous allez voir en macroscopique ce que je regarde en fait. Ainsi, les jeunes ont été invités à rencontrer des scientifiques officiant dans 4 maisons. Point de Gryffondor ni de Serpentard, mais les maisons de la logique, de l'observation, de la créativité et du terrain, autant d'aspects du travail des chercheurs. Une quinzaine de professionnels officiant dans les labos du CNRS sont venus intervenir lors de l'événement. C'est effectivement co-construit entièrement avec le CNRS et en soutien avec le rectorat de Strasbourg. Et c'est l'occasion en fait pour eux d'échanger sur des métiers, des passions aussi, pour se créer peut-être des vocations scientifiques, mais aussi être curieux de façon générale. Donc les opérations qu'on peut faire sur un Rubik's Cube, c'est tourner une face. Et puis, voilà, un peu... Quoi de mieux qu'un Rubik's Cube pour faire comprendre les mathématiques avancées? En tournant ces faces, vous réalisez en fait des opérations mathématiques qui peuvent être modélisées sous forme d'équations et ainsi prédire si une combinaison est possible ou non. Pierre Baumann travaille sur des objets mathématiques abstraits dont il étudie les propriétés. Sans lien évident avec des applications concrètes, difficile de faire comprendre son objet de recherche aux non-initiés. Là, l'idée, c'était quand même d'essayer de faire toucher aux jeunes quelle est la démarche d'un mathématicien. Donc, parmi les exemples, de problèmes que je leur ai donnés, c'est je leur ai proposé ce jeu de taquin. Donc là, on voit que c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis je leur ai demandé, est-ce qu'on pourrait le passer? Donc on fait coulisser les pièces. Et est-ce qu'en faisant coulisser les pièces et en les déplaçant, est-ce qu'on pourrait arriver à la configuration où les seraient numérotés, mais verticalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors la réponse sur celui-là, c'est non. Maintenant, un jeune qui me disait « oui, c'est évident, on ne peut pas le faire », je lui ai demandé « et alors si maintenant je prends un jeu de taquin 8-8, que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas faire ?» Et cette démarche de généralisation, c'est une des démarches d'un mathématicien. Et comme ça, j'ai essayé de leur faire passer un petit peu ce qu'on essaye de faire. Dans la maison du terrain, on retrouve Louisa Arango, anthropologue. En ce moment, elle étudie la transmission des savoirs écologiques au Soudan. Comment une connaissance sur les oiseaux, par exemple, circule dans différents groupes de population. Son travail l'amène au contact de nombreux peuples parlant autant de langues différentes. J'ai travaillé avec les jeunes sur une carte du monde. J'ai passé des extraits d'entretiens que j'ai menés au Soudan, en Colombie, en France, en différentes langues. Et je leur demandais de deviner
la langue qu'ils entendaient, donc l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol. Et ils devaient ensuite placer des bouchons sur la carte du monde, là où ils pensaient que ces langues, où ils savaient, où ils pensaient que ces langues étaient parlées. Et ça m'a permis un peu d'introduire la question coloniale, qui est fondamentale pour les anthropologues, et aussi parce que ça détermine notamment la circulation des savoirs que j'étudie actuellement. Et si l'étude d'un petit poisson de 4 cm pouvait vous sauver la vie ? Anne-Laure Duchemin étudie le développement des poissons zèbres avec une attention toute particulière pour le cœur de la petite bête. C'est un poisson qui partage plus de 70% du génome avec l'homme. Et du coup, ça nous permet de pouvoir essayer de récapituler ce qui se passe chez l'homme, chez le poisson zèbre. En particulier, nous, ce qu'on étudie, c'est les maladies cardiovasculaires. Et on essaye de reproduire certaines maladies de l'homme chez le poisson zèbre en observant ce qui se passe pendant le développement. Et on peut reproduire chez le poisson zèbre, ce qui n'est pas possible évidemment chez l'homme. Là, là, là et là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'embryon ? Il y a les cellules. Une explication approfondie de la génétique des poissons zèbres étant un peu ardue pour les jeunes, Anne-Laure s'est portée sur une initiation basique à la biologie, identifier les stades de développement des petits poissons. Attention, cela peut paraître facile, mais il faut tout de même déployer des trésors d'observation. Pour ça, en fait, j'avais ramené des images à différents stades de développement du poisson zèbre, de l'embryon, pour essayer de leur faire deviner l'ordre chronologique du développement. Donc c'était leur premier jeu pour se familiariser avec le développement du poisson zèbre. Ils ont dû reconstituer cette frise chronologique. Et ensuite, j'avais amené des embryons vivants à différents stades et ils ont dû, eux, observer au microscope ces poissons zèbres, ces embryons, et me dire où est-ce que ça se situait. Vous avez tous fait des études, soit de courtes ou soit de longues via la fac. Ose la recherche, ce n'est pas que pour les enfants. Les parents ont eux aussi pu rencontrer des scientifiques, moins pour découvrir les métiers que les carrières. Les parents ont l'opportunité d'être au contact de scientifiques qui expliquent leur carrière et puis des personnes du rectorat qui sont effectivement des partenaires du projet pour pouvoir répondre aux questions d'orientation. Objectif pour le CNRS, créer des vocations chez les jeunes et démystifier un certain nombre d'idées reçues sur la recherche. Difficile de dire si de futurs prix Nobel se cachaient parmi le public cette année, mais en tout cas on espère bien en revoir quelques-uns dans les labos d'ici 15 ans.